Tu n'as pas les moyens de racheter notre cabinet, a déclaré mon père. J'ai ouvert mon ordinateur portable, en tant que médecin-chef, je mets fin à tes privilèges hospitaliers. Le silence s'est abattu sur la réunion du conseil d'administration. Je m'appelle Chloé Lefebvre, j'ai 38 ans, et aujourd'hui je veux partager comment mes parents m'ont ri au nez lorsque j'ai exprimé mon intérêt pour investir dans leur prestigieux cabinet médical. L'ironie, c'est qu'ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà la directrice générale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui était en train d'acquérir leur cabinet. La vie a une drôle de façon de boucler la boucle. Grandir en tant que Lefebvre signifiait vivre sous le poids constant de 3 générations d'excellence médicale. Le nom de notre famille était synonyme de soins de santé à Neuilly-sur-Seine. Un héritage que mes parents me rappelaient à chaque occasion. Mon père, le docteur Jacques Lefebvre, était un médecin interniste de renom dont la liste d'attente s'étendait sur des mois. Ma mère, la docteure Marguerite Lefebvre, s'était bâtie une réputation tout aussi impressionnante en tant que gynécologue qui avait mis au monde la moitié des bébés de notre banlieue chic. Dès mes plus lointains souvenirs, il n'y a jamais eu de question sur mon avenir. Le chemin avait été prédéterminé avant même que je puisse prononcer le mot stéthoscope. Les murs de ma chambre n'étaient pas décorés de posters de musiciens ou de stars de cinéma, mais de diplômes de médecine encadrés et de planches anatomiques. Mes parents m'offraient des mallettes de docteur en jouets tandis que les autres enfants recevaient des poupées et des jeux de construction. La médecine est dans ton sang, Chloé, disait mon père lors de nos dîners de famille formels. Le nom Lefebvre comporte des responsabilités. Ces dîners ressemblaient à des mini-conférences médicales. Papa discutait de cas difficiles. Maman partageait des techniques chirurgicales. Et moi, j'étais assise là, essayant désespérément de contribuer à quelque chose de significatif pour mériter le hochement de tête approbateur. Mais peu importe combien j'étudiais ou combien de termes médicaux je mémorisais, cela ne semblait jamais suffisant. Mon frère aîné, Thomas, cependant, correspondait parfaitement à leur vision. De 4 ans mon aîné, Thomas montrait une aptitude précoce pour les sciences et un charme naturel avec les patients lors des journées d'observation au lycée dans le cabinet de nos parents. Ils l'ont accueilli dans leur cercle professionnel à bras ouverts, le préparant à devenir associé dès son entrée en faculté de médecine. Thomas comprend ce que signifie être un Lefebvre, disait ma mère, l'implication étant claire que, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas mon cas. Notre cabinet familial occupait les 2 derniers étages d'un immeuble haussmannien étincelant que mon grand-père avait fait construire. Le cabinet médical Lefebvre était le joyau de la couronne des soins de santé locaux, avec des salles d'attente luxueuses, un équipement de pointe et une clientèle comprenant les familles les plus riches de la région. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à y travailler comme réceptionniste pendant les vacances d'été, espérant impressionner mes parents par mon dévouement. Malgré la pression et la comparaison constante avec Thomas, j'aimais sincèrement la médecine. L'intersection de la science, de la technologie et de la compassion humaine me fascinait. J'excellais dans mes cours de sciences et je faisais du bénévolat dans des centres de santé communautaires. Mais quelque chose me dérangeait à l'idée de suivre exactement les traces de mes parents. Alors qu'ils se concentraient exclusivement sur le traitement des symptômes et des maladies, je me sentais attiré par les systèmes qui fournissaient ces soins, l'administration qui les rendait possibles et les modèles économiques qui les soutenaient. Pendant ma terminale, j'ai suivi l'administrateur de l'hôpital lors d'une journée d'orientation professionnelle. L'expérience a été une révélation. C'était là, l'infrastructure cachée qui permettait à des médecins comme mes parents de pratiquer la médecine. C'est là que se prenaient les décisions concernant l'allocation des ressources, l'accès aux soins et l'innovation en santé, qui affectaient des milliers de vies. C'est là que je pouvais laisser ma propre empreinte dans la médecine, distincte mais complémentaire de l'héritage clinique de ma famille. J'ai gardé ces pensées pour moi, sachant qu'elles seraient rejetées à la maison. Au lieu de cela, j'ai consciencieusement postulé aux facultés de médecine que mes parents avaient sélectionnées, j'ai été accepté à l'université Paris-Cité, l'ancienne faculté de mon père, et je me suis préparé à suivre le chemin qui avait été tracé pour moi. Mais la graine d'un rêve différent avait été plantée, et elle allait bientôt devenir une décision qui fracturerait notre famille pour les années à venir. Le point de rupture est survenu pendant ma 3e année de licence. Après 2 ans et demi de chimie organique, de laboratoire de biologie et de cours de préparation au concours de première année de médecine, PASS, je ne pouvais plus ignorer la certitude croissante que je voulais aborder la médecine sous un angle différent. Un week-end à la maison pendant les vacances de printemps, j'ai rassemblé mon courage et annoncé au dîner que je voulais me réorienter vers la gestion et l'administration des soins de santé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a posé sa fourchette avec une lenteur délibérée, son visage empourpré de colère.
Ma mère me regardait comme si je venais d'annoncer que j'abandonnais mes études pour rejoindre un cirque. Ce n'est pas de la médecine, a finalement dit mon père, sa voix dangereusement calme. C'est de la paperasse. Les Lefebvre sont des guérisseurs, pas des gratte-papier. Mais papa, les administrateurs de la santé conçoivent les systèmes mêmes qui permettent aux médecins de pratiquer efficacement, ai-je essayé d'expliquer. Ils améliorent les résultats pour les patients à un niveau systémique. Assez, a-t-il interrompu, frappant sa main sur la table assez fort pour faire sauter les verres d'eau. C'est parce que tu manques de discipline pour la faculté de médecine, n'est-ce pas? Tu veux la facilité. Ma mère s'est jointe à lui, sa déception peut être encore plus cinglante que la colère de mon père. Nous avons tout investi pour te préparer à la faculté de médecine, Chloé. Les relations que nous avons établies, les recommandations que nous avons obtenues, et maintenant tu veux tout jeter pour devenir une sorte de secrétaire glorifié. La dispute s'est envenimée à partir de là, avec des mots douloureux échangés des deux côtés. À la fin de la soirée, mon père avait rendu sa position très claire. Si j'abandonnais la voie pour devenir médecin praticien, je le ferais sans leur soutien financier. Ma mère, les larmes aux yeux, m'a accusé de les trahir non seulement eux, mais des générations de Lefebvre qui avaient bâti le nom de notre famille dans la médecine. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfant, entouré des manuels de médecine et des affiches anatomiques que mes parents m'avaient données au fil des ans, me sentant plus seul que jamais. Le lendemain matin, je suis retourné tôt sur le campus, ma décision prise, mais le cœur lourd de savoir ce qu'elle me coûterait. Fidèles à leurs paroles, mes parents ont immédiatement cessé de payer mes frais de scolarité et mon allocation de subsistance. À 20 ans, je me suis soudain retrouvé à devoir obtenir des prêts étudiants d'urgence et à prendre plusieurs emplois sur le campus pour rester à flot. Mon expérience universitaire, auparavant confortable, s'est transformée du jour au lendemain en un jonglage stressant entre travail, études et anxiété financière. La communication avec ma famille est devenue minimale et tendue. Les visites pendant les vacances étaient des affaires crispées où nous évitions soigneusement de discuter de mes études ou de mes projets de carrière. Thomas, alors en deuxième année de médecine, a tenté de jouer les médiateurs, mais a finalement pris le parti de la vision de nos parents sur ce que devrait être un Lefebvre. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Chloé, m'a-t-il dit lors d'un appel téléphonique. Peut-être que tu devrais reconsidérer. Il n'est pas trop tard pour te remettre sur la bonne voie pour la fac de médecine. Mais je suis resté ferme dans ma conviction, canalisant ma blessure en détermination. J'ai changé ma spécialisation pour la gestion des soins de santé, j'ai ajouté l'administration des affaires comme deuxième concentration et je me suis lancé dans ma nouvelle voie avec tout ce que j'avais. Mes notes, déjà bonnes, sont devenues exceptionnelles car je me suis retrouvé véritablement passionné par mes cours, d'une manière que je ne l'avais jamais été pour la chimie organique ou la biologie cellulaire. Pendant ma dernière année, j'ai eu la chance de rencontrer la docteure Éléonore Winter, une conférencière invitée pour un séminaire sur l'innovation en santé. La docteure Winter était tout ce à quoi j'aspirais, une médecin qui était passée à l'administration des soins de santé et qui était maintenant directrice générale d'un groupe hospitalier régional. Après ma contribution passionnée à une discussion en classe sur l'amélioration de l'efficacité des services d'urgence, elle m'a demandé de rester après le cours. Vous avez une perspective unique, Chloé, a-t-elle dit, m'étudiant avec un vif intérêt. Vous comprenez à la fois les aspects cliniques et administratifs des soins de santé, ce qui est étonnamment rare et incroyablement précieux. Lorsque j'ai partagé avec hésitation ma situation familiale, m'attendant à un jugement, j'ai trouvé à la place de la compréhension et des encouragements. La docteure Winter est devenue mon mentor, m'aidant à obtenir un stage prestigieux dans un hôpital local pour mon dernier semestre. Ce stage a été transformateur. Pour la première fois, j'étais dans un environnement où mes idées sur la prestation des soins de santé étaient valorisées plutôt que rejetées. J'ai travaillé directement avec des administrateurs d'hôpitaux qui ont vu le potentiel de mon parcours et de ma perspective. J'ai développé mon premier projet d'amélioration de la qualité, un processus d'admission rationalisé qui a réduit les temps d'attente aux urgences de 22% dans un programme pilote. Alors que la remise des diplômes approchait, sans qu'aucun membre de ma famille ne prévoie d'assister à la cérémonie, je me suis retrouvé à un autre carrefour. Mais cette fois, au lieu du doute et de la peur, je ressentais une confiance croissante dans la voie que j'avais choisie. Je développais ma propre vision de la manière dont les soins de santé pouvaient être plus efficaces, accessibles et centrés sur le patient. Et j'étais déterminé à faire de cette vision une réalité, avec ou sans le nom Lefebvre derrière moi. Avec la docteure Winter comme référence,
j'ai été accepté dans un programme de master en administration de la santé très compétitif, combiné à un MBA. J'ai travaillé comme assistante pour couvrir mes dépenses et j'ai contracté d'autres prêts étudiants, déterminé à investir dans mon avenir malgré les difficultés financières. Chaque semestre, j'envoyais mes notes et mes réussites à la maison, espérant une reconnaissance, mais ne recevant que de brèves réponses formelles en retour. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion, avec un double master et de multiples offres d'emploi. Suivant les conseils de la Dr Winter, j'ai accepté un poste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un grand CHU à Paris, dans le cadre de leur programme de formation pour futurs cadres hospitaliers. Le programme de 2 ans était conçu pour former les futurs cadres de la santé en les faisant tourner dans divers départements et rôles de gestion de l'hôpital. Je me suis lancé dans chaque nouvelle mission avec à la fois l'éthique de travail que mes parents m'avaient inculquée et la pensée innovante qu'ils avaient découragée. Mon projet de fin de formation, une refonte du système de prise de rendez-vous ambulatoire de l'hôpital, a attiré l'attention de l'équipe de direction lorsqu'il a réduit le taux de non-présentation de 30% et augmenté les revenus de plus de 2 millions d'euros dès sa première année. Vous avez un don pour voir à la fois la forêt et les arbres, m'a dit le directeur des opérations lors de mon évaluation. Vous comprenez les implications cliniques des décisions administratives, ce qui vous rend inestimable. À la fin du programme, on m'a offert un poste permanent de directrice des services ambulatoires, un rôle d'un niveau inhabituellement élevé pour quelqu'un de mon âge. Les 5 années suivantes ont été un tourbillon de semaines de travail de 60 heures, de projets stimulants et de responsabilités sans cesse croissantes. J'ai rencontré la résistance de médecins plus âgés qui n'appréciaient pas de recevoir des directives d'une jeune administratrice, surtout d'une femme, mais je les ai conquis un par un avec des résultats basés sur des données et un respect sincère pour leur expertise clinique. À 30 ans, j'avais été promue directrice adjointe des opérations, supervisant plusieurs lignes de service et des centaines de membres du personnel. À 33 ans, je suis devenue la plus jeune directrice des opérations de l'histoire de la Pitié-Salpêtrière. Mon style de leadership combinait une gestion financière rigoureuse avec une attention sans faille à la qualité des soins et au bien-être du personnel, un équilibre qui m'a valu à la fois respect et résultat. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Ils savaient que je travaillais dans l'administration de la santé, mais semblaient délibérément éviter d'en savoir plus sur ma progression de carrière. Lors des rares visites de vacances, quand on me posait des questions sur mon travail, je donnais des réponses vagues sur le fait d'être à la Pitié-Salpêtrière, leur permettant de supposer que j'occupais un poste de cadre intermédiaire plutôt que de corriger leur idée fausse. Dans ma vie personnelle, je suis resté extrêmement privé, canalisant la plupart de mon énergie dans ma carrière. Les quelques relations que j'ai tentées ont souvent échoué sous le poids de mon horaire de travail et de mon indisponibilité émotionnelle. Mon ami le plus proche est devenu Michel Cartier, le directeur juridique de la Pitié-Salpêtrière, qui comprenait les exigences de la direction d'un hôpital et m'a apporté à la fois une collaboration professionnelle et une amitié sincère. Avec les conseils juridiques de Michel, j'ai dirigé les programmes caritatifs de l'hôpital, établissant des consultations gratuites dans les quartiers mal desservis et développant des partenariats avec les écoles locales pour des initiatives d'éducation à la santé. Ces programmes ne remplissaient pas seulement les exigences réglementaires, mais sont devenus une source d'épanouissement personnel, me permettant de lier la prestation de soins de santé à l'impact social d'une manière que le cabinet de mes parents n'avait jamais fait. À 36 ans, lorsque le directeur général de la Pitié-Salpêtrière a annoncé sa retraite, on m'a encouragé à postuler pour le poste. Le processus d'entretien a été éprouvant, avec des présentations au conseil d'administration et des questions sceptiques sur ma relative jeunesse, mais mes antécédents d'amélioration financière et de qualité, combinés à ma vision pour l'avenir de l'hôpital, les ont finalement convaincus. Le jour où j'ai reçu l'offre officielle de devenir directrice générale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a été le plus fier de ma carrière. J'ai d'abord appelé Michel, puis la Dr Winter, qui était resté un mentor tout au long de mon parcours. J'ai toujours su que vous iriez loin, mais même moi, je suis impressionné par votre rapidité, a dit la Dr Winter. Avez-vous déjà prévenu votre famille? Je ne l'avais pas fait. Malgré mon succès professionnel, ou peut-être à cause de celui-ci, le fossé entre mes parents et moi ne s'était qu'agrandi avec le temps. Thomas avait rejoint le cabinet de nos parents comme prévu et était maintenant préparé pour le reprendre à terme. Nos interactions étaient devenues des appels de vacances superficiels et des cartes d'anniversaire obligatoires. Ils pensent toujours que j'ai fait le mauvais choix, ai-je dit à la Dr Winter. Leur dire que je dirige un hôpital donnerait juste l'impression que j'essaie de prouver quelque chose. Alors, j'ai gardé ma réussite pour moi, prenant la tête de la Pitié-Salpêtrière à 37 ans,
avec un personnel de plus de 20 000 personnes et un budget de fonctionnement annuel de plus d'1 milliard d'euros. Ma première année en tant que DG a apporté à la fois des défis et des triomphes, notamment la navigation d'une mise en œuvre difficile du dossier patient informatisé et l'obtention d'un prestigieux prix national de la qualité. C'est lors d'une retraite de planification stratégique avec mon équipe de direction que le chemin de ma carrière allait croiser de manière inattendue mon histoire familiale, préparant le terrain pour une confrontation que je n'avais jamais anticipée. Dans le cadre du plan stratégique quinquennal de la Pitié-Salpêtrière, j'avais initié une stratégie de croissance agressive qui incluait l'acquisition de plus petits établissements de santé dans toute la région parisienne. Notre objectif était de créer un réseau de santé intégré capable de fournir des soins continus et fluides, tout en réalisant des économies d'échelle. Jessica Laurent, ma fidèle directrice de la stratégie, a présenté une liste de cibles d'acquisition potentielles lors de notre réunion de planification trimestrielle. Nous avons identifié 15 cabinets médicaux indépendants qui correspondent à nos critères de croissance, a-t-elle expliqué alors que nous examinions ensemble le tableur. La plupart sont des groupes de soins primaires à la recherche de la stabilité d'une affiliation hospitalière à mesure que les modèles de remboursement changent. J'ai failli m'étouffer avec mon café en voyant le cabinet médical Lefebvre figurer parmi les acquisitions potentielles. Le cabinet de mes parents, la dynastie médicale que j'avais été jugé indigne de rejoindre, cherchait apparemment maintenant à être racheté. Quelle est la situation financière de celui-ci, ai-je demandé à Jessica, en essayant de garder une voix neutre tout en pointant le nom de ma famille sur l'écran. En fait, c'est l'un des cas les plus intéressants, a-t-elle répondu, affichant une analyse financière détaillée. Le cabinet médical Lefebvre a une excellente réputation et une base de patients solide. Mais leur gestion financière a été étonnamment médiocre. Leurs frais généraux sont excessifs, leurs pratiques de facturation obsolètes, et ils ont fait plusieurs investissements en équipements discutables. Ils sont riches en liquidités mais inefficaces sur le plan opérationnel, et leur part de marché diminue régulièrement depuis 3 ans, car les jeunes patients choisissent des cabinets plus modernes. L'ironie était presque trop parfaite. Les compétences même que mes parents avaient méprisées, le sens des affaires et de l'administration qu'ils avaient considérées comme indignes d'un Lefebvre, étaient précisément ce dont leur cabinet avait maintenant désespérément besoin. Je me suis excusé de la réunion et me suis retiré dans mon bureau, ayant besoin de temps pour digérer ce développement inattendu. Mon premier instinct a été de me récuser de toute décision concernant le cabinet médical Lefebvre, de divulguer mon conflit d'intérêts et de me retirer. Mais une autre partie de moi, la fille blessée qui avait été rejetée et méprisée, voulait être directement impliquée. Après mûre réflexion et une longue discussion avec Michel sur les implications juridiques et éthiques, j'ai opté pour une voie médiane. Je ne divulguerai pas ma relation immédiatement, mais je m'assurerai que la décision d'acquisition soit prise entièrement sur la base du mérite commercial, avec un examen supplémentaire du conseil d'administration pour éviter même l'apparence de partialité personnelle. Le processus de diligence raisonnable a révélé encore plus de problèmes au sein du cabinet de mes parents qu'il n'y paraissait au départ. Leur refus d'adopter des dossiers patients informatisés modernes avait créé des inefficacités dans tout leur système. Leur modèle de rémunération favorisait fortement les médecins seniors, mes parents, au détriment des jeunes associés qui partaient à un rythme alarmant. Leur score de satisfaction des patients, autrefois les plus élevés de la région, avait chuté de manière significative car ils n'avaient pas réussi à s'adapter aux attentes changeantes des patients. Dans un moment de clarté douloureux, j'ai réalisé que le cabinet qui avait été présenté comme le summum de l'excellence médicale tout au long de mon enfance était maintenant une mise en garde sur ce qui se passe lorsque le prestige est prioritaire sur le progrès. La méthode Lefebvre, qu'on m'avait dit être la seule bonne méthode, s'avérait maintenant insoutenable dans un paysage de la santé en pleine mutation. Le comité d'acquisition a finalement recommandé de procéder à une offre pour le cabinet médical Lefebvre, citant sa marque forte, son emplacement précieux et son potentiel d'amélioration rapide sous une gestion appropriée. Lorsque la recommandation m'est parvenue pour approbation finale, j'ai signé sans me permettre de m'attarder sur les implications personnelles. La phase suivante impliquerait normalement que notre équipe d'intégration gère les négociations et la planification de la transition, mais dans ce cas, j'ai fait une demande inhabituelle. Je veux diriger personnellement l'intégration du cabinet médical Lefebvre, ai-je dit à Jessica lors de notre prochaine réunion en tête-à-tête. Elle a semblé surprise. C'est plusieurs niveaux en dessous de ton grade, Chloé. Nous avons toute une équipe qui s'occupe des acquisitions de cabinets. Celui-ci est spécial, ai-je dit prudemment. Il a une culture et une réputation uniques dans la communauté. Je veux m'assurer que nous préservons ce qui fonctionne tout en réglant les problèmes opérationnels. Ce que je n'ai pas dit,
c'est que j'avais besoin d'être celle qui ferait face à mes parents à la table des négociations. Après 15 ans de séparation et de sous-estimation, je révélerais enfin ce que j'avais construit pendant qu'ils méprisaient mes choix. Ce serait difficile et émotionnellement complexe, mais nécessaire pour une clôture à la fois professionnelle et personnelle. Alors que le processus d'acquisition avançait et qu'une réunion était prévue avec l'équipe de direction du cabinet médical Lefebvre, je ressentais un étrange mélange d'anxiété et d'anticipation. La salle du conseil au dernier étage de la Pitié-Salpêtrière allait bientôt devenir le théâtre d'une réunion de famille pas comme les autres, et d'un règlement de compte qui se préparait depuis 15 ans. Le matin de la réunion avec le cabinet médical Lefebvre, je me tenais dans la salle de bain de mon bureau, fixant mon reflet tout en appliquant une dernière touche de rouge à lèvres. À 38 ans, je ressemblais à peine à l'étudiante incertaine qui avait tenu tête à ses parents pour la dernière fois. Ma garde-robe de tailleur de créateur avait remplacé les vêtements bon marché de mes années de difficultés financières. La confiance de diriger un grand hôpital avait remplacé mon ancien besoin d'approbation parentale. « Ils ne te reconnaîtront pas », a dit Michel en passant par mon bureau pour me souhaiter bonne chance. Pas seulement physiquement, mais la personne que tu es devenue. J'avais demandé à notre équipe administrative de ne pas révéler mon nom ou mon poste aux représentants du cabinet avant la réunion. Les discussions préliminaires avaient été menées par Jessica et notre équipe d'acquisition, moi étant simplement désigné comme la direction de l'hôpital, qui serait présente pour la négociation finale. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Michel. « Je peux encore te remplacer. » J'ai secoué la tête. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. En rassemblant mes documents et en me dirigeant vers la salle du conseil, je me sentais étrangement calme. Des années à mener des négociations difficiles et des réunions à enjeux élevés m'avaient préparé à ce moment, même si aucune n'avait été aussi personnelle. La délégation Lefebvre était déjà assise quand je suis entré, mes parents à la tête de la table avec Thomas à leur côté. Il y avait aussi 2 jeunes médecins que je ne reconnaissais pas, probablement de nouveaux associés du cabinet. Pendant un bref instant, personne n'a levé les yeux de ces papiers, me donnant une chance de les observer sans être remarqué. Mon père avait considérablement vieilli, ses cheveux autrefois noirs maintenant complètement argentés, de profondes rides gravées autour de sa bouche et de ses yeux. Ma mère semblait mieux conservée, mais tendue, sa posture rigide alors qu'elle examinait des documents à travers des lunettes de lecture. Thomas, maintenant âgé de 42 ans, avait fini par ressembler remarquablement à notre père, jusqu'à son expression d'impatience contenue. « Bonjour », ai-je dit en fermant la porte derrière moi. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. » 5 têtes se sont tournées vers moi simultanément. J'ai vu la confusion, puis le choc se dessiner sur les visages de mes parents. Thomas en est resté bouche bée. Les 2 jeunes médecins, inconscients du drame familial qui se déroulait, avaient simplement l'air poliment attentifs. Chloé a finalement réussi à dire ma mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. Madame la directrice, ai-je corrigé de manière professionnelle, posant mon porte-document sur la table. Directrice générale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ça fait un moment. Mon père s'est ressaisi le premier, son expression passant du choc au scepticisme immédiat. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Où est l'administrateur de l'hôpital que nous sommes censés rencontrer? Vous l'avez en face de vous, ai-je répondu calmement, prenant ma place à l'autre bout de la table. Je suis à la Pitié-Salpêtrière depuis 15 ans, les 18 derniers mois en tant que DG. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de mon parcours professionnel. Nous sommes ici pour discuter de l'acquisition potentielle du cabinet médical Lefebvre par notre groupe hospitalier. Les jeunes médecins jetaient des regards entre nous, sentant clairement la tension mais n'en comprenant pas la source. Thomas avait l'air de vouloir disparaître à travers le sol. C'est ridicule, a fulminé mon père en commençant à se lever. Nous sommes venus ici pour une discussion d'affaires sérieuses, pas pour une sorte d'embuscade familiale. Docteur Lefebvre, ai-je dit fermement, utilisant son titre professionnel plutôt que de l'appeler papa. C'est absolument une discussion d'affaires sérieuses. Votre cabinet a approché notre hôpital pour une acquisition et, en tant que DG, toutes ces décisions nécessitent finalement mon approbation. Maintenant, devons-nous procéder de manière professionnelle, ou préférez-vous reporter la réunion jusqu'à ce que vous soyez plus calme? Le subtil changement de pouvoir était palpable dans la pièce. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la suppliante dans notre relation. Mon père s'est lentement rassis, luttant visiblement pour concilier l'image de sa fille avec celle de la dirigeante contrôlant le destin de son cabinet. Nous avons poursuivi les discussions préliminaires avec un professionnalisme artificiel,
examinant les rapports d'évaluation et les calendriers d'intégration préparés par nos équipes. J'ai maintenu une attitude détachée et professionnelle en présentant notre analyse des forces et des faiblesses du cabinet médical Lefebvre. Comme vous pouvez le voir sur ces projections, ai-je expliqué en pointant un graphique à l'écran, votre cabinet a connu une baisse de 28% dans l'acquisition de nouveaux patients au cours des 5 dernières années, tandis que les coûts d'exploitation ont augmenté de 35%. Le cycle de vos comptes clients est presque le double de la norme de l'industrie, et la mise en œuvre de vos dossiers informatisés est considérablement en retard. Ma mère a tressailli à chaque point, tandis que mon père devenait de plus en plus sur la défensive. Notre cabinet fournit des soins exceptionnels depuis plus de 30 ans, a-t-il objecté. Ces indicateurs commerciaux ne reflètent guère la qualité de la médecine que nous pratiquons. Au contraire, ai-je rétorqué, les scores de satisfaction des patients nous en disent long sur la qualité des soins, et les vôtres sont en baisse depuis 6 trimestres consécutifs. J'ai fait glisser un rapport sur la table. Ce que ces chiffres nous disent, c'est que le cabinet médical Lefebvre reste une institution respectée avec un fort potentiel, mais qui nécessite une modernisation opérationnelle importante pour rester compétitive. Après 2 heures de discussion détaillée, nous avons atteint le point critique de la négociation, les conditions financières de l'acquisition. Sur la base de notre analyse, ai-je conclu, la Pitié-Salpêtrière est prête à offrir les conditions d'achat suivantes. J'ai présenté une offre juste mais pas excessivement généreuse, qui reflétait la valeur réelle du cabinet plutôt que son image de soi gonflée. La pièce est tombée dans le silence alors que mes parents et les autres médecins examinaient les chiffres. Thomas a été le premier à parler. Cela semble raisonnable compte tenu des conditions actuelles du marché, a-t-il dit prudemment, s'attirant un regard acéré de notre père. C'est insultant, a rétorqué mon père. Vous sous-évaluez des décennies de réputation et de bonne volonté des patients. Je suis resté impassible. L'offre reflète la performance financière réelle du cabinet, pas sa réputation historique. Cependant, nous apprécions la marque et l'héritage Lefebvre, c'est pourquoi nous proposons de conserver le nom et la direction médicale actuelle pour une période de transition. Mon père a ricané. Une période de transition ? Pour que vous puissiez finalement nous pousser hors de notre propre cabinet. C'est la procédure standard dans les acquisitions de cette nature, ai-je expliqué. Mais je serais ouverte à discuter d'alternatives si vous avez une contre-proposition. Une idée a semblé germer dans l'esprit de mon père à ce moment-là, son expression passant de la colère au calcul. En fait, nous avons une alternative à considérer. Peut-être qu'au lieu d'une acquisition pure et simple, votre hôpital pourrait envisager de prendre un partenaire qui pourrait aider à moderniser nos opérations tout en maintenant notre indépendance. J'ai haussé un sourcil, voyant immédiatement où il voulait en venir. Et qui suggéreriez-vous pour un tel rôle ? Mon père a fait un geste vers moi avec une désinvolture affectée. Eh bien, vous semblez avoir développé certaines compétences administratives. Peut-être pourriez-vous envisager d'investir dans le cabinet, disons une part de 20% pour commencer. Vous pourriez appliquer les méthodes d'entreprise que vous avez apprises pendant que nous gardons le contrôle clinique. L'audace était à couper le souffle. Après 15 ans de séparation, après avoir méprisé mes choix de carrière et m'avoir coupé financièrement, il tentait maintenant d'utiliser notre lien familial pour obtenir un meilleur accord et éviter l'acquisition complète. M'offrez-vous un poste dans le cabinet familial, docteur Lefebvre, ai-je demandé, mon ton délibérément neutre. Mon père a haussé les épaules. Cela semble une solution naturelle. Vous pouvez enfin rejoindre la tradition médicale des Lefebvre, et nous bénéficions de votre expertise administrative. La légère pause avant administrative traduisait tout son dédain persistant pour la carrière que j'avais choisie. Je vois. Et combien coûterait un tel investissement ? Il a nommé un chiffre si gonflé qu'il aurait été risible dans n'importe quel contexte, mais dans celui-ci, il était profondément révélateur. Il ne croyait toujours pas que je pouvais me le permettre. Il me voyait toujours comme l'étudiante en difficulté qu'il avait abandonnée, pas comme la dirigeante à succès que j'étais devenue. C'est une proposition intéressante, ai-je dit, marquant une brève pause. Malheureusement, je pense que vous mécomprenez ma position et mes ressources. Mon père a fait un geste dédaigneux. Je réalise que l'investissement pourrait être au-delà de vos moyens pour le moment, mais peut-être que l'hôpital pourrait le financer dans le cadre de votre rémunération. La condescendance dans son ton a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 15 ans de mépris, de sous-estimation et de distance émotionnelle se sont cristallisés en un seul moment de clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché un document que j'avais préparé pour cette éventualité. En fait, docteur Lefebvre, ai-je dit calmement,
je crois que vous vous basez sur plusieurs idées fausses. Premièrement, en tant que directrice générale de cet hôpital, j'ai déjà tous les privilèges cliniques qui dépassent de loin ce que votre cabinet pourrait m'offrir. Deuxièmement, en tant que DG, je n'ai pas besoin d'investir dans votre cabinet. J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le possède déjà. J'ai poussé le document vers lui, une copie de l'accord d'acquisition préliminaire que l'administrateur de son cabinet avait signé la semaine précédente. Il ne s'agit pas d'une négociation pour savoir si la Pitié-Salpêtrière va acquérir le cabinet médical Lefebvre. Cette décision a déjà été prise par votre conseil d'administration. Cette réunion a simplement pour but de discuter des détails de la transition et de la structure de direction à venir. Le sang a quitté le visage de mon père alors qu'il fixait le document, la réalité de la situation lui apparaissant enfin. Ma mère a eu un hoquet audible. Thomas nous regardait avec de grands yeux, témoin du renversement complet de la dynamique de pouvoir qui avait défini notre famille pendant des décennies. À partir du mois prochain, ai-je poursuivi dans le silence stupéfait, le cabinet médical Lefebvre deviendra une filiale à part entière de la Pitié-Salpêtrière. Et en tant que DG, j'aurai l'autorité finale sur toutes les décisions opérationnelles, y compris le personnel, la rémunération et les privilèges cliniques. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un clic décisif qui a résonné dans la pièce silencieuse. Maintenant, devons-nous discuter de la manière dont vous souhaitez procéder à la transition? Les suites de cette révélation ont été aussi dramatiques qu'on pouvait s'y attendre. Mon père est sorti en trombe de la salle du conseil, ma mère le suivant de près après m'avoir jeté un regard mêlé de choc et de ce qui aurait pu être un respect réticent. Thomas est resté, mal à l'aise, me présentant aux deux jeunes médecins qui essayaient encore de digérer le drame familial dont ils venaient d'être témoins. Peut-être devrions-nous nous retrouver demain, leur ai-je suggéré. Ça a été beaucoup à encaisser pour tout le monde. Après leur départ, Thomas est resté, m'étudiant avec un nouveau regard. Alors, c'est ce que tu as fait pendant toutes ces années, a-t-il dit, en désignant l'hôpital autour de nous. Et nous qui pensions que tu faisais juste de la paperasse quelque part. J'ai bâti une carrière, ai-je répondu simplement, juste pas celle qu'il voulait pour moi. Fais-tu ça par vengeance, a-t-il demandé directement. Acheter leur cabinet pour prouver quelque chose. La question m'a fait réfléchir. Y avait-il un élément de justification dans ma décision de gérer personnellement cette acquisition? Absolument. Mais de la vengeance? L'acquisition est une décision commercialement judicieuse, lui ai-je dit. Honnêtement, leur réputation a encore de la valeur, et avec une bonne gestion, le cabinet peut à nouveau prospérer. Si j'étais motivé par la vengeance, je l'aurais laissé continuer à décliner jusqu'à ce qu'il s'effondre sous sa propre mauvaise gestion. Thomas a hoché la tête lentement, semblant accepter cela. Ils ne le verront pas de cette façon, tu sais. Je sais, ai-je reconnu, mais c'est le schéma de notre famille, n'est-ce pas? Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir, pas ce qui est réellement là. Nous nous sommes quittés avec une demi-étreinte maladroite, Thomas promettant de parler à nos parents et de les encourager à aborder la situation de manière professionnelle, sinon chaleureuse. Le lendemain matin, j'ai été surprise lorsque mon assistante a annoncé que mes parents étaient dans le hall et demandaient à me parler. Je les ai fait conduire dans une salle de conférence plus petite et plus privée plutôt que dans mon bureau, voulant maintenir des limites professionnelles. Ils sont entrés, l'air fatigué mais composé, comme s'ils avaient passé la nuit à digérer la nouvelle réalité. Mon père, comme on pouvait s'y attendre, a parlé le premier. Nous sommes venus discuter des conditions, a-t-il dit sèchement. Puisqu'il semble que nous n'ayons pas le choix dans cette acquisition. Il y a toujours des choix, ai-je répondu. Mais oui, l'acquisition va se poursuivre. La question est de savoir si vous voulez faire partie de la nouvelle structure ou si vous préférez prendre votre retraite. Ma mère a tressailli au mot retraite, mais mon père s'est penché en avant. Et si nous restons, chercherez-vous une sorte de vengeance pour le passé? La question faisait écho à celle de Thomas de la veille, mais portait le poids de 15 ans de séparation. J'ai pris un moment avant de répondre, voulant que mes mots soient précis et véridiques. Ce qui s'est passé entre nous était personnel, ai-je dit prudemment. Ceci, c'est du business. Les changements que je mettrai en œuvre au cabinet sont les mêmes que ceux que je ferai, peu importe qui en était le propriétaire. Les dossiers patients informatisés seront entièrement mis en place. La facturation sera centralisée. La rémunération des médecins sera restructurée pour récompenser les résultats de qualité, pas seulement le volume. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté.
Si vous me demandez si j'utiliserai ma position pour vous punir, la réponse est non. Ce serait non professionnel et, en fin de compte, contre-productif. Mais je ne protégerai pas non plus des pratiques dépassées par sentimentalisme ou par lien familial. Ma mère a parlé pour la première fois. Tu as tellement changé, Chloé. Tu es devenue si dure. Je suis devenu efficace, l'ai-je corrigé. J'ai bâti quelque chose de substantiel ici. Quelque chose qui aide des milliers de patients chaque jour. Et je l'ai fait sans le soutien ni la confiance des personnes qui auraient dû être mes plus grands champions. La blessure dans ma voix a dû être évidente malgré mes efforts pour rester professionnel, car quelque chose dans l'expression de ma mère s'est adouci. Peut-être, a-t-elle dit doucement, que nous avions tort sur certaines choses. Mon père a semblé vouloir argumenter, puis, étonnamment, a hoché la tête. Ton frère nous a montré des articles sur toi hier soir. Des prix que tu as gagnés, des programmes que tu as mis en place ici. Il s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. C'était impressionnant. C'était la chose la plus proche d'une excuse ou d'un aveu d'erreur que j'avais jamais reçu de sa part. Et malgré tout, j'ai senti un petit nœud de tension se relâcher dans ma poitrine. Merci, ai-je dit simplement. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter des aspects pratiques de la transition. Ils avaient des inquiétudes concernant leurs patients de longue date, leur personnel, leur approche médicale. J'ai écouté et abordé chaque point de manière professionnelle, décrivant un plan de transition qui préserverait ce qui fonctionnait tout en modernisant ce qui ne fonctionnait pas. À la fin de notre réunion, nous étions parvenus à un arrangement de travail fonctionnel. Ils resteraient au cabinet pendant 2 ans, aidant à la transition et réduisant progressivement leur nombre de patients. À l'approche de leur retraite, Thomas resterait en tant que médecin senior, mais se formerait également aux compétences administratives pour potentiellement assumer un rôle de direction au sein de la division des soins primaires de la Pitié-Salpêtrière. Avant leur départ, ma mère a hésité, puis a demandé « Viendras-tu dîner un de ces jours ?» Pas pour discuter affaires, juste en famille. La question m'a prise au dépourvu. 15 ans de distance ne pouvaient pas être comblés par une réunion difficile et une trêve professionnelle fragile. Je ne suis pas prête pour ça, ai-je admis. Peut-être un jour, mais pas encore. Elle a hoché la tête, acceptant ma limite avec une grâce surprenante. Mon père a eu l'air de vouloir dire quelque chose de plus, mais s'est finalement contenté de tendre la main pour une poignée de main formelle, que je lui ai rendue. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de planification de la transition. J'ai assigné une équipe d'intégration dédiée au cabinet médical Lefebvre, mais je suis resté personnellement impliqué, examinant toutes les décisions importantes. J'ai également tenu à rencontrer chaque membre du personnel individuellement, de la nouvelle réceptionniste à l'infirmière la plus expérimentée. Beaucoup ont été choqués d'apprendre que j'étais la fille Lefebvre dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais rencontré, le mouton noir de la famille, qui avait soi-disant abandonné la médecine. Je n'ai jamais abandonné la médecine, ai-je dit à une infirmière de longue date qui m'avait connue adolescente. J'ai juste choisi de la servir différemment. Une interaction particulièrement significative a eu lieu avec le docteur David Kim, un jeune médecin qui avait rejoint le cabinet 2 ans plus tôt et était de plus en plus frustré par ses méthodes dépassées. J'avais l'intention de partir, a-t-il avoué lors de notre rencontre. Les médecins plus âgés, vos parents, ils résistent à chaque suggestion d'amélioration. Ils n'arrêtent pas de dire que la méthode Lefebvre est la seule bonne méthode. J'ai souri à cette phrase familière. Eh bien, il va y avoir une nouvelle méthode Lefebvre, lui ai-je dit. Et j'aimerais que vous aidiez à la façonner. Au cours des mois suivants, le cabinet a commencé sa transformation. De nouveaux systèmes ont été mis en place, les flux de travail ont été repensés et l'espace physique lui-même a été rénové pour créer un environnement plus efficace et convivial pour les patients. Je m'y rendais chaque semaine, travaillant parfois directement aux côtés du personnel pour comprendre leurs défis et leurs préoccupations. Ma relation avec mes parents est restée professionnelle, mais s'est progressivement dégelée sur les bords. Mon père, à ma grande surprise, est devenu plus réceptif au changement une fois qu'il a vu les scores de satisfaction des patients s'améliorer. Ma mère a pris un intérêt particulier pour nos programmes de sensibilisation communautaire, se portant finalement volontaire pour diriger une initiative de santé des femmes pour les populations mal desservies. Thomas et moi avons reconstruit notre lien fraternel, découvrant avec prudence que nous avions plus en commun en tant qu'adultes que nous n'en avions jamais eu en tant qu'enfants. Il a commencé à apprécier mes compétences administratives, tandis que je développais un nouveau respect pour son expertise clinique. Nous nous sommes retrouvés à collaborer efficacement,
combinant nos différentes perspectives pour améliorer les soins aux patients. L'aspect le plus difficile a été de naviguer dans les courants sous-jacents personnels sous nos interactions professionnelles. Des années de blessures, de ressentiments et d'incompréhension ne pouvaient pas être effacées par le seul succès commercial. Il y avait encore des moments de tension, de vieux schémas qui réapparaissaient dans des situations stressantes et des maladresses verbales occasionnelles qui rouvraient de vieilles blessures. Mais il y avait aussi des moments de connexion sincère et de respect mutuel qui auraient été inimaginables un an plus tôt. Comme lorsque mon père m'a demandé mon avis sur une question opérationnelle complexe, appréciant sincèrement mon expertise. Ou lorsque ma mère m'a fièrement présenté à l'une de ses patientes de longue date comme ma fille, la directrice générale de l'hôpital. De petits pas, une reconstruction prudente, pas exactement le pardon, pas encore, mais un chemin vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorait à la fois notre passé commun et nos parcours séparés. Un an après cette réunion fatidique du conseil d'administration, le cabinet médical Lefebvre a organisé une journée portes ouvertes pour célébrer sa rénovation et son expansion sous la propriété de la Pitié-Salpêtrière. Le cabinet avait été transformé non seulement physiquement mais aussi opérationnellement, avec des systèmes modernes, des services élargis et une nouvelle attention portée à la fois à l'expérience du patient et au bien-être du personnel. Je me tenais au fond de la salle de réception bondée, regardant mon père s'adresser au rassemblement du personnel, des patients et des membres de la communauté. Il avait l'air différent, en quelque sorte. L'autoritarisme rigide qu'il avait défini tout au long de mon enfance s'était adouci en quelque chose de plus contemplatif. Pendant plus de 30 ans, disait-il, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon de pratiquer la médecine, la méthode Lefebvre. Ce que je n'ai pas réussi à reconnaître, c'est que la méthode Lefebvre pouvait évoluer, pouvait s'étendre au-delà de ce que j'avais imaginé. Il a fait une pause, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. Parfois, il faut une nouvelle génération pour nous montrer les angles morts de notre vision. C'était la reconnaissance publique la plus proche de ma contribution qu'il ait jamais faite, et j'ai senti une tension inattendue dans ma gorge. Après les discours, alors que les invités se mêlaient et visitaient les installations rénovées, ma mère s'est approchée de moi avec 2 coupes de champagne. Ton père ne le dira peut-être jamais directement, a-t-elle dit en me tendant l'une des coupes. Mais il est fier de ce que tu as construit. Nous le sommes tous les deux. Même si je ne suis jamais devenu médecin, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Elle a souri avec tristesse. Tu es devenu exactement ce dont l'héritage Lefebvre avait besoin, Chloé. Nous étions juste trop têtus pour le voir. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé seul dans ce qui avait été le bureau privé de mon père, maintenant transformé en un espace de travail collaboratif pour l'équipe de médecins. Thomas m'y a trouvé, appuyé contre le cadre de la porte avec une expression complice. Quel parcours, de s'entendre dire que tu étais trop pauvre pour investir dans le cabinet à en être la propriétaire, a-t-il observé. J'ai ri doucement. Ça n'a jamais été le but. Vraiment, a-t-il demandé. Au moins un petit peu. J'ai réfléchi honnêtement à la question. Peut-être au début, ai-je admis. Ce moment dans la salle du conseil, voir le visage de papa quand il a réalisé que j'étais aux commandes. Il y avait certainement une certaine satisfaction là-dedans. Mais ce sentiment s'est estompé rapidement. Et qu'est-ce qu'il a remplacé ? La compréhension que le vrai succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, ai-je dit. Il s'agit de créer quelque chose de significatif malgré les obstacles. Chaque fois que je me concentrais sur le fait de leur montrer qu'ils avaient tort à mon sujet, je cédais mon pouvoir. La vraie liberté est venue quand j'ai construit quelque chose en quoi je croyais, indépendamment de leur approbation. Thomas a hoché la tête, songeur. J'ai beaucoup pensé à quel point nos chemins ont été différents. J'ai suivi le plan qu'ils avaient créé et je ne l'ai jamais remis en question. Tu as tracé ta propre voie contre une résistance énorme. Je me demande parfois lequel de nous a été le plus courageux. Différents types de courage, ai-je suggéré, et différents types de défis. Dans les mois qui ont suivi, ma relation avec mes parents a continué son évolution prudente. Nous n'étions pas la famille chaleureuse et démonstrative des films de télévision, nous ne le serions probablement jamais, mais nous avions trouvé un nouvel équilibre basé sur le respect professionnel qui s'étendait lentement à nos interactions personnelles. Mon père a commencé à me consulter sur des décisions commerciales en dehors du cabinet. Ma mère et moi avons commencé à nous rencontrer mensuellement pour déjeuner, reconstruisant avec prudence une relation qui avait été fracturée si longtemps. Thomas et moi sommes devenus de vrais collaborateurs, son expertise clinique complétant ma vision administrative alors que nous développions de nouveaux modèles de prestation de soins.
La mesure de changement la plus significative est peut-être venue lorsqu'une jeune stagiaire en administration à l'hôpital s'est approchée de moi après un séminaire de leadership que j'avais animé. Madame Lefebvre, a-t-elle dit avec hésitation, votre père a été le médecin de ma mère pendant des années. Il m'a dit que je devrais vous parler de mon intérêt pour l'administration de la santé. Il a dit que vous étiez le meilleur mentor que je pouvais avoir. La recommandation, si en contradiction avec le père qui avait autrefois méprisé mon choix de carrière comme étant indigne de la famille, était la preuve d'une transformation profonde, non seulement en lui, mais dans toute notre dynamique familiale. Le parcours du rejet à la reconnaissance avait été long et souvent douloureux. Il n'y avait eu aucun raccourci, aucun moment magique de réconciliation complète, juste un travail constant, des réussites professionnelles et la lente reconstruction de la confiance et du respect des deux côtés. Ce que j'ai appris à travers ce processus, c'est que la vraie guérison n'exige pas d'oublier le passé ou de prétendre que la blessure n'a jamais eu lieu. Elle exige de construire quelque chose de nouveau qui reconnaît à la fois la douleur et la croissance qui en a découlé. Elle exige de fixer des limites tout en restant ouvert au changement. Et plus important encore, elle exige de trouver sa propre mesure du succès plutôt que d'accepter la définition de quelqu'un d'autre. La plus grande ironie de mon histoire est qu'en me rejetant, mes parents m'ont mise sur la voie pour devenir exactement ce dont notre héritage familial avait besoin pour survivre dans un paysage de la santé en pleine mutation. S'ils avaient embrassé et soutenu ma vision depuis le début, le cabinet médical Lefebvre aurait pu évoluer progressivement, s'adaptant aux nouvelles réalités sans crise. Au lieu de cela, leur résistance m'a forcé à construire ma force et mes compétences entièrement en dehors de leur sphère d'influence, ne revenant que lorsque j'avais le pouvoir de mettre en œuvre le changement selon mes propres termes. Aujourd'hui, j'équilibre mon rôle de directrice générale de l'hôpital avec une implication continue dans le cabinet qui porte le nom de ma famille. Nous avons élargi nos programmes de sensibilisation communautaire, fournissant des soins à des populations que le cabinet de mes parents n'a jamais servi. Nous avons créé des opportunités de formation pour les administrateurs de la santé parallèlement à l'éducation clinique, reconnaissant que la médecine moderne nécessite que les deux ensembles de compétences travaillent en harmonie. Plus important encore, j'ai trouvé la paix avec mon propre parcours. Le besoin d'approbation parentale qui a autrefois guidé tant de mes décisions a été remplacé par la confiance en ma propre vision et mes propres valeurs. Je porte toujours le nom Lefebvre, mais j'ai redéfini ce qu'il signifie, selon mes propres termes. Si vous regardez ceci et que vous luttez avec des attentes familiales qui ne correspondent pas à votre chemin authentique, sachez que la route la plus difficile mène souvent à la destination la plus significative. Votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance que les autres en ont. Le succès ne se mesure pas en suivant le plan de quelqu'un d'autre, mais en créant quelque chose qui reflète vos dons et votre vision unique.